Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va essayer de faire vite parce que l'invité qui devait eh bien, être présent à 14 heures jusqu'à 15 heures, finalement, doit s'arrêter à 14h30. Donc, on va vite abréger. On va vite couper les choses. On va quand même faire allez, la fête aujourd'hui puisque c'est important, puisque nous fêtons les Bernardins, les Bernardines en l'honneur de Sir Bernardin de Sienne, qui est un frère mineur qui s'illustra tout simplement par son dévouement lors d'une épidémie de peste. Tiens, ça vous rappelle rien ça? Mais aussi par ses qualités de prédicateur. Il est mort en 1444 après avoir tout simplement œuvré à la transformation de l'ordre franciscain auquel il appartenait. Et puis, elle est pour terminer en beauté. Le prénom de Bernardin signifie ours fort, toujours étymologie germanique. Eh bien, nous allons tout de suite, pim pam poum, sans perdre un instant, retrouver nos invités, puisqu'aujourd'hui, eh bien, nous allons parler tout simplement de football. Alors, est-ce que ça part? Ils sont là. Parfait. Un instant, messieurs, tout de suite. Je vous mets à l'antenne, je vous mets ceci. Voilà, vous êtes beau, vous êtes fort. Et puis, je ne vais pas m'attarder parce que Tristan, tu as un rendez-vous à 14h30. Eh bien, alors, je m'éclipse et je laisse tout de suite eh bien, la place à nos invités. Voilà, Sébastien, c'est à toi. Bonjour à tous. Je suis fier d'accueillir aujourd'hui pour une première Tristan Diaz, un joueur de FF1 confirmé, un de nos meilleurs joueurs actuellement sur le terrain. Tristan, je vais te laisser te présenter en quelques mots et nous dire comment tu as connu le FF1. Donc bonjour tout le monde, je suis Tristan Diaz, donc je fais partie de l'équipe de France de foot amputé depuis maintenant 4-5 ans. Je suis de Montpellier, on ne vient pas donc de la même région avec Seb. Je suis peut-être le premier sudiste même de l'équipe. Donc c'est vrai que maintenant on est plusieurs, on a même assez pour faire une équipe. Et donc j'ai connu les FA, je vous ai connu une première fois en 2014. Juste avant de partir en Coupe du Monde pour le Mexique, c'est Richard qui faisait le tour des centres de rééducation dans le sud de la France. Et donc, du coup, le centre de rééducation m'avait contacté parce qu'il savait que j'aimais le foot, parce qu'au bout d'un mois, j'essayais déjà de jongler. Et donc, Richard m'a trouvé, est venu chez moi, il a rencontré ma mère, donc ma mère m'en a parlé. Donc, je vous ai rejoint après pour une première session en 2014. C'était 2-3 mois avant que vous partiez à la Coupe du Monde au Mexique. Et donc, je suis venu une fois, mais après, la vérité, c'est que la première fois, j'ai pas retrouvé les mêmes sensations qu'en football. Du coup, j'ai hésité un peu. Et puis après, c'est vrai qu'avec le manque de compétition et tout qui s'est fait ressentir, un an après, je suis arrivé définitivement dans l'équipe. Et depuis 2015, je fais partie de l'équipe. Tristan, un petit détail technique, il faut que tu te recules un tout petit peu, s'il te plaît. Oui. Voilà. Tu as oublié de préciser le nombre de sélections que tu tenais à l'heure actuelle. Je dirais peut-être une vingtaine, 30, je dirais à peu près. J'étais à une vingtaine avant la Coupe du Monde au Mexique, donc ouais, je pense que je suis à 30 maintenant aujourd'hui. D'accord. Au niveau international. Ok. Question des entraînements, Tristan. En cette période un petit peu difficile pour nous tous, comment tu procèdes et puis habituellement, quel est ton type d'entraînement? Alors bon, c'est vrai que là, avec le confinement, ça a été un peu difficile parce que moi, je vis dans un appartement. Donc là, c'était plus du renforcement musculaire et tout à l'intérieur. Et donc là, depuis qu'on a la chance de pouvoir ressortir un peu plus librement, entre guillemets, donc ben là, j'ai repris le vélo, un peu de course. Donc après, je vais commencer là mes sessions sur le stade en béquille, effectivement. Mais bon, les entraînements, grosso modo, on a l'habitude de courir en béquille, se faire des sessions. Comme c'est du football, c'est surtout du fractionné et tout qui est important à travailler. Du renforcement musculaire, évidemment, parce que le fait de se déplacer en béquille et tout, ça demande beaucoup de renfort au niveau du dos, des épaules, des pecs, etc., des bras. Et puis après, du spécifique en termes de ballon et tout, évidemment, hein, ça reste du football, donc on en a besoin.
Et la natation aussi, c'est très intéressant de travailler la natation pour les dorsaux et tout, justement, parce que c'est très important pour notre sport. Ouais. On sait que tu es un sportif acharné, Tristan. Le football, béquille, un sport particulier, pas encore très connu du grand public. Que t'apporte-t-il dans ta vie de tous les jours? Bah alors, bah déjà, il y a une chose qui, quand tu me poses cette question-là, il y a une chose qui me vient direct. C'est vrai que au début, quand on a l'accident et tout, c'est vrai qu'on se sent pas seul, mais c'est vrai qu'on peut plus jouer normalement avec ses copains en club, etc., etc. Puis moi, de base, je suis quelqu'un qui a besoin de compétition, qui a besoin de faire sa séance de sport plusieurs fois par semaine. Et puis même au niveau psychologique, et c'est vrai que dans le FFA, et c'est là que les FFA étaient très importantes pour moi, c'est qu'à partir du moment où j'ai rencontré les FFA, que j'ai vraiment vécu avec le groupe, quand on est parti des week-ends en stage, ou que ce soit en compétition ou en stage, c'est vrai que rencontrer des personnes qui ont des histoires aussi atypiques que les nôtres, ça fait vraiment un bien psychologique qui n'est pas négligeable. C'est d'ailleurs pour ça que d'ailleurs j'en profite pour conseiller les gens qui aimeraient reprendre une activité sportive qui suite à des accidents et tout, qui n'hésitent pas à nous rejoindre parce que c'est vrai que ce soit sur le plan physique au niveau du sport ou aussi bien sur le plan mental et psychologique, le FFA à moi en tout cas, et je pense que je ne suis pas le seul au sein de l'équipe, elle m'a apporté énormément. Elle m'a apporté énormément pour surpasser l'accident, surpasser le handicap, etc. Tristan, pour le FFA, on sait que tu as un gros investissement sur le terrain. Ça, on en est tous reconnaissants, tous ceux qui aiment cette discipline, parce que tu fais des belles prouesses. En dehors du terrain, je sais que tu es très actif pour notre association, qui est encore peu connue, mais grâce à des émissions comme Regarde des paroles, eh ben, on avance petit à petit et ça nous permet de recruter davantage de joueurs. Aujourd'hui, pour le FFA, Tristan, comment tu vois les choses? Quels sont tes objectifs? Et à terme, tu voudrais que FFA arrive jusqu'où? C'est une question difficile parce que moi je dirais qu'on n'a pas de limite. Enfin, on est tous des sportifs, on est tous un peu des compétiteurs dans l'âme, donc on n'a pas vraiment de se fixer des limites à où est-ce qu'on pourrait amener le FFA, j'ai envie de dire. Donc ma réponse, ça serait le plus loin possible, évidemment. Après, pour la développer un peu, c'est vrai qu'on s'investit tous un peu chacun. Donc moi, personnellement, ça fait quelques années que je m'occupe de la communication. Bon, jamais tout seul, hein, je ne suis pas en charge de la communication, c'est une équipe derrière la communication. C'est vrai que je fais vivre un peu la page Facebook et toute l'équipe. Donc, ça nous a permis peut-être un peu de nous faire connaître. Là, par exemple, la vidéo qu'on a faite il y a quelques semaines là, avec le challenge PQ, on a fait 5000 vues. Donc, c'est vrai que c'est super intéressant pour nous parce que ça nous fait une énorme visibilité sur les réseaux sociaux. Surtout que pendant une période où les gens étaient beaucoup sur les réseaux sociaux, et effectivement, par le fait qu'ils restaient beaucoup chez eux. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'on essaye de faire en termes de communication pour essayer de se faire connaître au mieux, pour pouvoir se faire connaître auprès d'éventuels joueurs, auprès d'éventuels partenaires, auprès d'éventuelles collectivités, etc., qui pourraient nous aider par la suite. Et après, en termes de compétitivité, le FFA, je ne sais pas, on n'a pas de limite. Moi, je trouve que depuis 4-5 ans que j'y suis, ça s'est beaucoup développé en termes de visibilité. On a beaucoup recruté de joueurs. Je pense qu'on a peut-être doublé l'effectif même. Et donc, ça se ressent forcément au niveau du terrain. On continue pour parler vraiment pour le jeu. Enfin, on a un meilleur banc. L'équipe titulaire est de plus en plus compétitive. Donc, il n'y a pas de limite. Je ne sais pas. Moi, je rêve un jour de soulever une coupe avec le FFA, évidemment. Donc, je ne me fixe pas de limite. Après, je pense que tout le monde dans l'équipe sera d'accord avec moi. On est tous des compétiteurs. Nous, ce qu'on veut, quand on va dans une compétition, c'est pas pour sortir au premier tour. Nous, ce qu'on rêve, c'est de la gagner. Et du coup, bon, on fait avec les moyens qu'on a, certes, mais en tout cas, on n'a pas de limite à amener le FFA. On l'amènera le plus haut possible. Et ça ne sera peut-être pas nous, ça ne sera pas toi et moi,
Donc, ce sera peut-être dans l'ombre qu'on continuera à monter l'équipe, mais le but, c'est qu'on continue à trouver des joueurs, des jeunes, etc. Puis que, je sais pas, dans 10, 15 ans, si un jour on peut soulever une coupe, tant mieux. C'est le but. Ouais. Alors, sur le plan, tu parles de compétition de coupe. On en a joué quelques-unes ensemble, des moments magnifiques. Oui. Sur le plan sportif, on est tous les deux d'accord pour dire que c'est une discipline quand même qui se rapproche du football, mais on court avec des béquilles, ce qui est un petit peu ce qui donne vraiment une vision de cette discipline un petit peu, comment dirais-je, j'ai perdu mon mot, excusez-moi, euh, Peut-être. acrobatique, voilà. Oui. Et, et puis, et par rapport à ce que tu as vu dans ce qui existe dans les équipes foot amputées, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les équipes autres, les équipes professionnelles, et quelle est l'équipe que tu aimerais battre? Toutes. J'aimerais qu'on les batte toutes. Après, c'est vrai que là, il y a un peu les limites de ce sport. C'est là qu'on donne les limites de ce sport parce que c'est vrai que c'est assez déséquilibré dans le sens comment dirais-je, des moyens. Enfin, c'est vrai que nous, l'équipe française de football amputé, aujourd'hui, on n'a pas les mêmes moyens pour aller battre une équipe turque, par exemple, en compétition. Enfin, on n'est pas fédéré de la même façon qu'eux, ce qui amène forcément sûrement un manque de moyens, un manque de finances qui fait que on ne peut pas se réunir autant qu'eux. C'est des gens c'est des joueurs qui s'entraînent tous les jours ensemble parce qu'au final, enfin, la Turquie, par exemple, je pense à la Turquie notamment, c'est leur job, quoi. Enfin, ils ont un salaire pour ça. Enfin, donc forcément, ils ont des obligations et forcément, ils sont obligés de se réunir tous les jours ensemble, ce qui amène un collectif assez costaud parce que c'est vrai que la Turquie aujourd'hui, ça fait partie de ce qu'on fait de mieux dans le football amputé en Europe et dans le monde aussi d'ailleurs. C'est les derniers finalistes à la Coupe du Monde. Et donc, là, pour réussir à atteindre ces équipes-là, donc l'idée, c'est ce qu'on est justement en train de développer avec tout le monde, c'est de créer plusieurs équipes pour pouvoir faire notre championnat, ce qui nous amènerait à être plus fédérés et ce qui nous amènerait après, c'est un cycle. Si on commence à être suivi par toutes les instances et tout, on aura forcément plus de moyens, plus de partenaires. Donc plus de financement pour pouvoir s'entraîner, se réunir, etc. Et c'est là qu'on arrivera enfin à pouvoir les titiller, ces gros-là. On a appris cette dernière semaine, Tristan, on a appris que l'Euro en Pologne, qui devait se dérouler à Cracovie, va à quasi à 99% de chances sera repoussé en 2021. Ça nous permet aussi, nous préparer. Bon, toutes les équipes n'ont pas pu se préparer à cet Euro. Toi, comment tu perçois les choses? Si tu es sélectionné, jusqu'où tu penses qu'on puisse aller? Si tu as un pronostic à faire, quel serait ce pronostic? Alors moi déjà, je suis un peu déçu qu'on n'aille pas un peu en septembre parce que je l'attendais cette coupe. Mais si je devais faire un pronostic, on ne connaît pas vraiment les équipes qu'on a. Enfin, je ne connais pas toutes les équipes, on ne les a pas toutes jouées tout encore. Il y en a qui viennent de se créer et tout. Donc, je ne sais pas, mais moi, je pense que si on fait un bon résultat contre les Anglais, en poule, on peut accrocher peut-être une première place. Il me semble qu'on pourrait tomber contre l'Espagne, en quart, etc. Si on s'en donne les moyens, moi je pense que le dernier carré est envisageable. Les quarts de finale, c'est sûr, c'est une obligation même. De toute façon, c'est une obligation. On doit être en quart de finale, ça c'est sûr. Après, les demi, pourquoi pas rêver plus après, soyons fous. On parle de coupe, on parle de football. Tristan, il y a eu la dernière Coupe du Monde que la France a remportée. Dans notre discipline du foot handicapé, on a des équipes qui sont déjà professionnelles. Est-ce que toi, tu penses qu'on est sur le bon chemin pour qu'un jour les Français soient joueurs professionnels? Et qu'est-ce que tu penses de l'écart qu'il y a entre les valides et la reconnaissance du foot handicapé?
Après, il y a forcément un écart déjà en termes de financier, je pense, parce que forcément, ce qui génère énormément d'argent attire plus le monde, je dirais. Mais après, moi, ce que je pense de nous, en tout cas, c'est que je sais que ça fait quelques années qu'on fait vraiment beaucoup de travail, qu'on s'est énormément développé, parce que il y a 2 ans de ça, on ne parlait pas encore de créer de clubs, etc. Et on a déjà un club sur Paris, on a déjà un club vers Grenoble qui est en train de se faire. Nous, dans le sud, on est en train on essaye d'attraper les gros pour pouvoir créer notre club, mais au final, on a déjà quand même des touches dans d'autres clubs, donc on peut dire que c'est plus ou moins acté. Donc, on est déjà sur 3-4 équipes qui sont plus ou moins actées, qu'à mon avis, on pourra les officialiser vraiment l'année prochaine, je pense. Parce que là, c'est vrai que toutes ces démarches-là sont un peu retardées par l'effet Covid, etc. Forcément, c'est normal. Mais en fait, nous, on a besoin de respecter les demandes des fédérations qui nous ont été demandées pour pouvoir être suivis plus sérieusement. Et je pense qu'une fois qu'on fera ça, être professionnel, je ne sais pas. Après, tout est question. Il y a aussi une mentalité française, etc., qui rentre en jeu. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a beaucoup de facteurs pour ça. Ça dépend d'un pays à l'autre. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Les mentalités ne sont pas les mêmes. La culture, etc. Et du coup, ouais, moi, je pense que c'est faisable. Après, je pense que le fait que la discipline fasse un jour partie des Jeux paralympiques. Donc, c'est vrai que pour Tokyo, elle avait été déjà évoquée. Pour les JO de Tokyo 2020, elle avait été évoquée. Elle n'a pas été retenue parmi les 5. Ils en retenaient que 2 sur les 5 disciplines qui ont été évoquées. Elle n'a pas été retenue, malheureusement. Mais c'est vrai qu'un coup de pouce de ce genre, ce serait énorme, parce que là, c'est sûr que là, je ne sais même pas si c'est nous. Si on devait aller aux Paralympiques, maintenant, dans 4 ans, un exemple, 4 ans ou 8 ans, je ne sais rien, si la discipline est un jour retenue aux Paralympiques. Là, je ne sais même pas si ce sera à nous de faire les démarches. Je pense que ça sera automatiquement. Les gens viendront forcément vers nous, les instances viendront vers nous. Et là, il y aura un intérêt forcément auprès du grand public. Et donc, du coup, c'est ça qui nous fait passer un cap que certaines équipes ont déjà passé. Donc, si je résume, le FFA est en train de grandir. Je résume, je fais un petit résumé, un raccourci, est en train de grandir. On manque de visibilité, certes, on le sait tous. La visibilité nous permet de recruter plus de joueurs. Aujourd'hui, pendant notre émission Regard des paroles, est-ce que tu as un conseil à donner sur peut-être un futur joueur amputé qui hésite à venir, à faire l'effort, quel conseil et puis donne-nous des sensations qui pourraient le motiver, des arguments. Ben, déjà, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, premièrement, le fait, un accident, un changement et tout, instantané comme ça, c'est quand même pour tout le monde difficile à accepter. Alors, certains le vivent mieux que d'autres, évidemment. Mais bon, dans tous les cas, ça reste quand même un peu difficile. Et sincèrement, moi, je peux le dire, hein, j'ai pas honte de le dire, le FFA, je crois que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée après l'accident, parce que même si j'ai été soutenu par mes proches, etc., le fait de rencontrer des personnes avec des histoires similaires et tout, comme je le redis encore, c'est quelque chose qui aide, qui fait un bien fou psychologiquement. Puis il n'y a plus de regard des autres et tout, quand on est en week-end, dans nos chambres et tout, d'hôtel, etc. Enfin, il n'y a plus de moi j'ai qu'une jambe, toi t'en as deux, on est tous sur une jambe. Il n'y a plus d'arrière-pensée, il n'y a plus de peur du regard des autres, on s'en fout, on déconnecte complètement. Et c'est vrai que psychologiquement, ça fait un bien fou pour la vie de tous les jours après, pour la vie de valide, entre guillemets, si je puis dire. Et après, si je devais donner d'autres conseils, donc déjà il y a celui-là, et je pense que celui-là, c'est peut-être l'un des plus importants. Après, si des sportifs ont connu des accidents assez graves et tout, le fait de. Moi, je sais que j'ai fait du foot pendant 15 ans avant l'accident. Donc, et la compétition, moi, c'est toujours ce qui m'a animé dans ma vie. Ce que j'enguissais, c'est pas forcément l'entraînement, même s'il faut y passer pour être compétitif. Mais c'est la compétition le week-end, quoi. Je pensais qu'à ça toute la semaine, etc. Et donc, pour retrouver un esprit compétitif, pour retrouver de la compétition dont on a besoin quand on est sportif,
Le FFA, on trouvera de la compétition dans le FFA. Partir en Coupe du Monde au Mexique, moi personnellement, à l'heure actuelle, j'ai fait la Coupe d'Europe en Turquie, j'ai fait la Coupe du Monde au Mexique. J'allais dire juste, mais bon, juste c'est déjà beaucoup. Mais bon, il y en a certains qui ont déjà fait 4 Coupes du Monde et tout, c'est un effectif. Et c'est un rêve de gosse à chaque fois, quoi. Avant de rentrer sur le terrain, voir, par exemple, moi, ce que je me rappelle particulièrement, c'est notre dernier match de Coupe du Monde contre le Brésil au Mexique, notre 8e de finale. Perso, j'ai eu la chance d'être sur le terrain, d'être dans les titulaires pour jouer, pour chanter la Marseillaise face à celle du Brésil. Personnellement, c'est un souvenir qui est extraordinaire. Puis, il suffit de voir la hargne qu'on avait pendant ce match, l'envie qu'on y a mis, la motivation, etc., pour voir que comme on était tous sur le terrain en train de vivre un rêve de gosse, quoi. Et je pense que déjà, venir chanter pour son pays, venir porter le maillot de son pays, représenter son pays, aux yeux de tout le monde, etc. Pour moi, c'est une chose fantastique. Et j'espère d'ailleurs connaître encore beaucoup de compétitions. Ça devrait aller. Moi aussi, j'espère que tu vas connaître ça. Là, on a beaucoup parlé de FFA. Pour ceux qui nous suivent, le FFA, c'est la sélection de foot amputé en France. Après, on appartient tous à des clubs. Il y a 4 clubs sur le territoire français. Je crois que tout le monde l'a compris. Tu es un sudiste, Tristan, ton accent, tu peux pas le cacher. Ça s'entend beaucoup. Ouais. Moi, j'ai de la chance de jouer avec l'équipe du centre. Toi, tu es du sud. Lors de nos rencontres, par exemple, je pense au sud contre le nord, contre Paris, il y a une grosse rivalité. Il y a le Marseille-Paris. C'est chaud bouillant. Ouais. Si tu peux nous en toucher 2, 3 mots. Moi, je trouve ça génial parce qu'en plus, quand je suis arrivé, j'étais tout seul. Donc, au fur et à mesure du temps, il en est arrivé et tout. Et c'est vrai qu'en plus, comme j'étais le seul sudiste de l'équipe, on avait tendance à se foutre de moi par rapport à mon accent. On me trouvait des petits surnoms, genre Antonin, des trucs comme ça. Qui sont d'ailleurs, tu remarqueras, qui sont partis avec le temps. Parce que maintenant, comme je suis plus seul à parler comme ça, il n'y a plus d'Antonin qui tiennent. Je suis redevenu Tristan. Et, T'as mûri, t'as mûri. Ouais, j'ai mûri. T'as mûri. Et du coup, personnellement, moi, le fait déjà d'avoir la chance de pouvoir partager des sessions d'entraînement avec les sudistes, etc., ça me fait qu'1 heure et demie de route ou 2 pour les rejoindre maximum. Parce qu'ils sont tous évidemment plus dans la région de Marseille, donc moi je suis un peu plus loin d'eux, mais bon, c'est pas un problème pour se rejoindre. Donc déjà, ça c'est hyper intéressant. Et c'est ce qui amène aussi à la progression de l'équipe. Et déjà, après, ça a amené forcément un peu de piment et de rivalité au sein du groupe. Et c'est ça qui est génial parce que quand on se fait des petits stages le dimanche matin, en fin de matinée, on se fait souvent nos petits matchs sud-nord, etc. Puis ça amène de la motivation, etc. Personne n'a envie de perdre le match comme si on était en compète, quoi. Donc, c'est génial. En vrai, c'est génial. Et tant mieux. Et pourvu que ça dure, pourvu qu'on continue à trouver des gens un peu partout. Pourvu, si on pouvait d'ailleurs trouver des gens un peu vers l'ouest et tout maintenant, parce que c'est la partie qui nous manque un peu en France. Donc pour l'instant, le nord, les Bretons et tout, on les raccorde à Paris, c'est vrai et tout. Mais ce serait intéressant maintenant de trouver plus de joueurs de l'ouest, par exemple, de pouvoir créer une 4e, 5e équipe, parce que c'est vrai qu'à Paris, on en a déjà plus ou moins 2. Et du coup, ouais, la rivalité qu'a amené le fait de recruter l'effectif venant du Sud, particulièrement, parce que c'est surtout. On a recruté beaucoup d'effectifs parisiens ces dernières années, mais il y avait déjà un certain noyau au sein de l'équipe de Paris. Et là, le fait qu'on soit maintenant. Pardon, désolé. Maintenant qu'on est 7 ou 8 dans le Sud, c'est vrai que ça a été très intéressant et c'est un vrai tremplin pour l'équipe, je pense. Oui. Ce championnat des équipes de foot amputées en France a été arrêté, comme tous les autres, à cause du Covid-19. Pour l'année prochaine, pour la saison 2020-2021, sont les 4 équipes actuelles. Est-ce que tu crois que ton équipe a une chance de remporter le championnat ou... Largement, les gars, mais bien sûr. Et c'est même pas une chance, c'est sûr. Je crois. Enfin, pas sûr, mais on est bien placé. Ouais. On est devenu compétitif quand même dans le Sud, je pense. Franchement, on a une équipe qui est compétitive. Par exemple, je pense à Jérôme Raffetto, qui était quand même un ancien joueur de D2.
il a fait beaucoup de bien à l'équipe. Son arrivée et son expérience a fait beaucoup de bien à l'équipe. On a beaucoup de joueurs de ballon quoi, dans le Sud. On a beaucoup de joueurs qui ont joué longtemps en club, qui connaissent le football, qui sont physiquement assez impressionnants déjà. On a Mika qui nous fait des triples médaillés d'or sur des 100 mètres. Voilà, on a Billy qui est plein d'énergie, comme on le sait. On a Sofiane, franchement, on a une belle équipe dans le Sud. C'est vrai, je l'avoue. Faites attention à nous quand même. Faites C'est attention. vrai. Vous avez eu de la chance avec le Covid, vous avez un an de plus pour vous entraîner. Donc, n'hésitez pas. Ouais. Nous, on s'entraîne. Ouais. Tristan, quand je dis le sport est une école de vie, tu t'en penses quoi de cette phrase? Et ça revient sur tout ce que je dis depuis le début. Je suis carrément d'accord en fait. C'est un moment où tu oublies tout ce qui se passe autour, tu laisses tout de côté, tu vis une passion, tu vis ta passion à fond. Ça rassemble les personnes. Quand je pense par exemple aux événements de temps en temps qu'on organise où on est invité ou qu'on organise dans des tournois de jeunes, de petits U10 qui viennent de partout de France, voire d'Europe, parce que des fois on est intervenu dans des tournois éditions européens où il y avait le Barça, etc. Voir tous ces petits-là avec le sourire, être à fond, chanter pour nous, c'est un grand moment de partage, quoi. Les gens sont toujours ébahis par ce qu'on fait. C'est vraiment le sport, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, je pense que toute la France l'a découvert pendant le confinement, que le sport c'était vraiment une école de la vie. Tout le monde a tenu malgré le fait de devoir rester chez soi, à vouloir continuer à pratiquer une activité physique parce que c'est important pour tout, c'est important pour la tête, pour le corps. Le sport, c'est tout pour moi de toute façon. Il y a tout pour moi. D'accord. Sinon, quand je te dis seule la victoire est belle, ça te fait penser à quoi? Avec ça, moi, tu me connais, de toute façon. Je sais bien que même quand je perds un match à l'entraînement, je râle. Donc ouais, seule la victoire est belle, je suis complètement d'accord. Après, c'est vrai que pour le FFA, je mettrais ça entre parenthèses quand même, parce que c'est surtout, en fait, la victoire, elle se fait dans le partage entre nous et tout. Pour nous, c'est là où il y a une vraie victoire pour nous. C'est le fait de se retrouver, le fait de se confronter, comme je disais encore tout à l'heure, j'y reviens souvent, je sais, mais c'est important à des personnes qui ont vécu les mêmes choses que nous, ou différentes, mais qui les ont amenés à être ce qu'ils sont aujourd'hui et tout. Je crois que chez EFFA, la victoire, elle se fait surtout dans le partage, dans la communion entre nous, dans les rencontres que l'on a faites. C'est surtout là-dedans que la victoire est. Après, la victoire, ça reste quand même important, surtout en compétition. Moi, je suis comme ça. Tristan, on n'a plus énormément de temps, mais je pense à une chose. Les coachs nous ont fait des entraînements un peu spécifiques. On a dû pas mal béquiller sur le goudron parce que, avec le confinement, on devait respecter les règles un petit peu qui étaient mises en place. Le manque de ballon, comment toi tu l'as vécu, ce manque de ballon, faire des cannes, de l'entraînement physique, des abdos, comment tu l'as vécu tout ça? Je vis très mal parce que, et en plus, la vérité, c'est que sur les 2 derniers mois, la seule chose avec laquelle j'ai joué, c'est un rouleau de PQ, quoi. Donc, au final, c'est vrai que c'était pas évident le fait de pas pouvoir, parce que le foot, c'est vrai que, bon, tout seul, on a toujours des moyens de se faire des petits circuits slalom et tout, et tout seul, mais bon, ne pouvant pas utiliser les infrastructures publiques qu'on a l'habitude d'utiliser, c'était compliqué. Moi, comme je le redis, j'ai vécu dans un appartement, donc effectivement, j'ai pas pu toucher le ballon. Donc, ouais, c'est un manque c'est vraiment pour moi. J'ai vraiment de prendre mon ballon, de pouvoir les emmener, d'aller jouer un peu avec les copains, de m'entraîner avec les copains. Parce que oui, ça me manque, effectivement. Et je pense que c'est pareil pour toi aussi. C'est pareil. Ouais. On languit de se retrouver, on languit, comme on dit dans le sud, de se retrouver une dizaine dans un terme du foot ou quoi, ou à l'entraînement ou en stage, et de pouvoir se faire tourner le ballon entre nous. Ça, c'est sûr que c'est un gros manque. Surtout que moi, j'étais absent un petit moment, donc ça fait encore plus longtemps que je ne vous ai pas vu. Qu'est-ce que tu as envie de dire en mot de fin à nos auditeurs qui nous regardent, là, Regardez Paroles,
pour ta première interview. C'est ma première aussi à moi également en tant que journaliste, Ouais. entre guillemets. C'est pas évident. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Déjà, je remercie Regard des Paroles et Richard pour cette invitation qu'il nous a faite et ce projet de l'émission Penalty. Et après, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Si des gens qui sont dans la même situation que nous, qui sont amputés d'un bras ou d'une jambe déjà, ont envie de rejoindre, ont envie de retrouver des sensations avec le sport ou plus précisément avec le football pour les passionnés de football, n'hésitez pas à nous rejoindre, franchement. Vous verrez, vous ne serez jamais déçus. Vous ne serez jamais déçus. Et après, qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire de faire passer un message aussi aux copains. J'espère qu'ils vont bien, parce que c'est vrai que je ne les vois pas depuis un moment. J'espère qu'ils s'entraînent. J'espère que les retrouver en forme dans plusieurs mois, dès qu'on en aura l'occasion. Et en tout cas, et remercier aussi les auditeurs qui nous écoutent, les gens aussi qui nous suivent à travers les réseaux sociaux et tout. Parce qu'il ne faut pas oublier ces gens-là, ces gens qui nous partagent. Souvent, dès qu'on fait des petites vidéos, des petits messages et tout, merci à eux parce qu'ils sont quelques milliers. Et la communauté commence à grandir et c'est grâce à eux aussi qu'on se fait connaître et qu'on arrive à recruter des joueurs, qu'on arrive à trouver des partenaires et tout. Et donc voilà, donc merci à tout le monde. Regardez Paroles, nos auditeurs et mon équipe. Et tu disais là, je t'ai coupé, mais on a oublié de parler d'un détail. Nos partenaires, toi, je sais que tu as, pas des liens proches, mais il y a certains partenaires qui te tiennent à cœur, qui nous suivent depuis de longues années. Je sais que sans eux, et tu le sais aussi, qu'aujourd'hui, on n'existerait presque pas. Qu'est-ce envie de leur dire à nos partenaires? J'ai envie de leur dire merci beaucoup. Merci parce que c'est grâce à vous que on mène à terme nos projets de compétition, de rassemblement. C'est surtout grâce à eux. J'ai envie de leur dire évidemment continuez à nous aider. Je pense qu'on ne les déçoit pas. Et c'est pas évidemment. Je pense qu'en plus ces dernières années on ne les déçoit pas parce qu'on améliore nos résultats. On voit qu'on est en train de former quelque chose de vraiment sérieux. Et il n'y a rien à dire. C'est grâce aux moyens qu'ils nous ont donnés et à l'amour qu'ils nous portent et à leur façon de nous suivre qu'on continuera à grandir, qu'on est en train et qu'on va continuer et qu'on dépassera les limites que nous ne sommes pas fixées parce qu'on n'a pas de... Bon. Bon, Tristan, on va se quitter. J'espère que tu pourras suivre la prochaine interview d'un de tes collègues. Je pense plus inviter quand même un gars du Nord. J'ai une petite idée derrière la tête, mais je laisse un petit peu de suspense pour la prochaine interview. Tu ne veux pas annoncer le d'accord, ça marche. Non, je ne veux pas annoncer tout de suite le nom parce que voilà. Ouais, je pense qu'on pense au même. On verra. Voilà. Bien également, merci à Tristan d'avoir accepté cette première invitation. Maintenant, nous attendons le fameux invité du Nord, donc le ch'ti. Le ch'ti. Voilà. Ouais, je parle de ch'ti. Ah oui, ok, c'est bon. Donc, merci à tous les deux. Merci à toi, Sébastien. Tiens-moi informé pour pour la date de ta prochaine émission. Tristan, merci. Oui. Et puis, on va se quitter. Aujourd'hui, c'est une émission un peu plus courte parce que Tristan a des choses à faire. Il a un impératif. Donc, il y a aussi la vie a repris son cours. J'espère que ce n'est rien de grave. Et puis, quant à nous, l'émission va s'arrêter. On va se retrouver demain à partir de 14h. Et là, il va y aller voir aussi une personne dans le monde du sport qui a aussi son importance, puisque c'est l'ex-coach de l'équipe de France de basket handisport, Ludovic Saron, qui répondra donc aux questions de Claude Juancer, et tout cela à partir de 14h. Messieurs, merci infiniment. Bonne fin de journée. Richard. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine émission. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao, ciao.